Alors, vous êtes un témoin absolument extraordinaire, vous êtes un peu décrié en ce moment. Vous êtes au feu, ce qui fait que quand on est au feu, au front, c'est vrai qu'on a parfois des invectives qui vous frappent. Vous n'êtes pas arrivé là comme ça par hasard, vous êtes professeur de médecine, spécialiste d'immunologie, vous avez été chef des urgences à Bicêtre, chef du service de médecine interne d'immunologie au CHU de Bicêtre. Vous avez une longue expérience passionnante, vous êtes au comité d'éthique, vous avez beaucoup travaillé sur le système de santé, et on aimerait bien vous écouter, savoir quel est le regard sur la gouvernance toujours. Mais alors, parce que le système de santé, il a réagi magnifiquement bien, quand même, à l'hôpital en particulier, et puis on a vu d'autres difficultés. Quel est votre regard? Alors d'abord, merci pour cette invitation. Contrairement à l'image que je peux donner, qui est d'être de président, de machin, de bidule, etc., en fait, je suis fondamentalement un médecin qui a passé sa vie sur une série de choses un peu lourdes. Et ce qui a transformé ma vie, c'est la prise en charge des patients, c'est le sida. Et à la fois, déjà une forme je dirais, où la médecine était complètement bloquée dans les années 85 et où j'ai découvert, comme jeune assistant, tout ce que pouvait apporter le dialogue avec les associations de patients. Et ça a marqué ma vie, pour le reste ensuite. Et donc, après, sur les maladies émergentes, sur Ebola, etc., j'ai toujours vu avec intérêt cet aspect-là. Alors, moi, deux remarques essentielles à vous écouter finalement sur vos recommandations. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire de recommandations sur modification de l'organisation du système de santé sans impliquer les professionnels de santé. Ça, et ce n'est pas seulement une vision, je dirais, d'organisation administrative. Les professionnels de santé, c'est bien sûr les médecins, mais pas que. Il y a toute une série de personnes qui sont impliquées, qui sont très importantes, et il faut les impliquer. Le deuxième élément, vous l'avez évoqué à la fin, c'est que je crois beaucoup, moi, à la démocratie sanitaire et à ce triangle où on a, d'une part, bien sûr, ce sont les politiques qui prennent les décisions, et on est dans une belle démocratie en France, et c'est très bien. On a les sachants professionnels de santé qui doivent être là, ou administration de la santé, bien sûr, qui sont un des points du triangle. Et puis l'autre triangle, c'est le citoyen. C'est le citoyen d'abord parce que c'est lui qui paie les impôts, c'est lui qui peut être consommateur de santé, et réformer un système de santé sans laisser une place plus importante aux associations de patients, aux associations de citoyens. Il y a eu déjà des progrès de fait, il y a des zones où ça marche, mais on peut mieux faire. Et voilà, c'est l'expérience que j'ai de Covid montre que malheureusement, il y a encore du terrain devant nous. Alors juste sur quelles leçons à tirer de Covid. Voilà, rapidement, j'ai noté ça. Moi, c'est quand même quelque chose qui est d'une brutalité considérable. Moi, j'avais évoqué que la France, enfin l'Europe d'ailleurs, serait prise dans une maladie émergente extrêmement brutale. Et je pensais plutôt à il y a 4 ans, quand j'avais fait une conférence là-dessus, sur une mutation d'un virus grippal. Mais c'était bien avec la notion d'un virus respiratoire, c'est-à-dire avec une transmission qui peut se faire de façon très large. Est-ce que j'avais dans tête ce qui nous est arrivé avec Covid? La réponse est non. Je me suis moi-même réveillé, disons-le, à la suite d'une réunion de l'OMS début février, où j'ai trouvé que les Chinois ne nous racontaient rien du tout, que les Italiens commençaient à poser des signaux d'alerte, et j'avais les jeunes prévisionnistes de Pasteur qui m'interrogeaient en me disant « mais vous pouvez pas, il faut que vous nous écoutez et que vous regardiez nos modèles ». Alors, face à cette crise extrêmement brutale, quelques points. Premièrement, elle n'a fait que révéler, en fait, ces crises sanitaires sont des crises sanitaires au départ, puis elles deviennent très vite des crises sociétales et, à certains moments, des crises politiques. Et on voit bien que ce n'est pas le cas en France, même s'il y a de la discussion, mais on n'est pas dans une crise politique. Il y a certains pays du monde où on est dans une crise politique à la suite de cette crise sanitaire. Alors, en France, d'une part, un des maillons dits faibles, entre guillemets,
qui était déjà lui-même en plein questionnement en raison des restrictions budgétaires, des problèmes d'organisation que vous avez soulevés, qui est l'hôpital, a merveilleusement bien tenu, hein, avec un prix à payer important. Hein. D'abord parce qu'en situation d'urgence, les professionnels de santé sont toujours présents au rendez-vous. Moi, je les ai toujours connus présents au rendez-vous. Le deuxième élément en termes de gouvernance, c'est que les médecins ont repris le pouvoir à l'intérieur de l'hôpital pendant une période de 3 mois. Je ne dis pas que c'est le fond qu'il faut qu'ils prennent le pouvoir. Hein, on est là pour s'organiser. Hein, mais très clairement, c'est ce qui s'est passé, en tout cas sur les hôpitaux de la région parisienne et du Grand Est. C'est-à-dire qu'on les a écoutés en termes de système d'organisation. L'idée n'est pas de prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir, mais ce sont eux qui ont mis en place les systèmes d'organisation. Et d'ailleurs, les grandes directions hospitalières l'ont bien compris et ont laissé faire en se disant qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fluide qui se mettrait en place. Une des limites au modèle, c'est qu'en région parisienne et dans le Grand Est, tout a été consacré au Covid. Je vous rappelle que, par exemple, sur les réanimations, on avait, pendant la période de deuxième quinzaine de mars, on avait plus de 90% des lits, voire même plus, qui étaient de lits de réanimation, qui étaient pour des patients Covid+. Ce qui pose quand même le problème de l'organisation des soins, entre guillemets, bien sûr, il y avait une diminution de certaines pathologies, il y avait des retards de prise en charge qui se sont faits pour les Covid-, entre guillemets, et qu'on a maintenant, je dirais, à assumer, qui ont déjà été assumés en juin, juillet, mais qu'on assume beaucoup là maintenant dans cette période de septembre. Ce qui montre bien d'ailleurs que je ne sais pas ce qui se passera là dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais on ne retrouvera pas un modèle où 90% des lits de réanimation sera consacré aux patients Covid, même s'il y a des besoins. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans un modèle où on ira peut-être à 25, 30, 40% au maximum, selon les régions, mais on sera dans un modèle très différent. Donc c'est à la fois une réponse extraordinaire et c'est une réponse qui a ses limites. Le deuxième élément que j'ai noté, c'est le médico-social. Moi, c'est personnellement, dans mes regrets, c'est la prise en charge des plus anciens dans les EHPAD. On l'avait très vite repéré comme étant un des éléments clés. Et ce que vous disiez, c'est-à-dire sur cette stratification de qui prend en charge, et en particulier de la prise du médico-social, fait qu'on s'est rendu compte que d'abord, les EHPAD n'avaient pas tellement de médical. 92% des EHPAD n'ont pas de possibilité d'oxygéner les patients. Hein, moi, je l'ai un peu découvert quand même. Hein, bon. À ce moment-là, le fait que les réseaux de médecins de ville qui s'occupent en général des EHPAD au niveau local ont été extrêmement désorganisés et finalement n'ont pas joué totalement le jeu pour la prise en charge, qu'il a fallu recréer au niveau des régions de nouveaux systèmes de coordination en partant des grands centres de gérontologie hospitalière, et que les ARS qui ont joué un rôle intermédiaire, je dirais. Autant, moi, je ne suis absolument pas critique sur les ARS sur la crise. Je trouve qu'elles ont joué un rôle fondamental, mais probablement peut mieux faire sur les EHPAD. Et on s'est trouvé dans cette situation extrêmement difficile, à la fois de sanitaire et de sanitaire avec un tour de vis qui a probablement été un peu fort, et avec ce phénomène de glissement et de laisser nos anciens partir dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Donc c'est mon plus grand regret. Pourquoi j'en parle là? Parce que, à mon avis, il y a quelque chose là à repenser dans ce système, qui est un modèle un peu particulier. Vous aviez déjà fait, vous l'avez signalé tout à l'heure, des recommandations. Nous-mêmes, au niveau du Comité national d'éthique, avec ma casquette antérieure, Régis Aubry avait piloté un avis en disant: est-ce que le modèle des EHPAD, unique, quasi unique modèle de réponse à la française, est-il le bon modèle? Et je réponds: non, ce n'est pas le bon modèle. Et la crise vient de nous montrer que ce n'était pas, qu'il fallait qu'on trouve autre chose et qu'on reconstruise autre chose.
Troisième point, la précarité, la grande précarité. Ces crises révèlent toujours que les inégalités de santé. Hein. Et on n'en a pas suffisamment parlé à mes yeux, mais vous le savez, c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre. On retrouve les inégalités de santé et la crise Covid a frappé plus fort les populations les plus précaires. On l'oublie. Il y a eu une réponse gouvernementale économique assez extraordinaire hein, sur un service, y compris sur les plus précaires, mais dans le système d'organisation de prise en charge des plus précaires, il y a là des leçons aussi à tirer. Et puis les deux derniers points, avant peut-être que je vous dise 2-3 points sur l'organisation, c'est finalement cette crise révèle surtout fondamentalement une santé publique en France qui est à reconstruire. Le comité scientifique Covid, moi je ne suis pas issu de la santé publique. J'en ai fait beaucoup à l'occasion du VIH et en dirigeant l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, mais je suis plutôt un thérapeute. Hein. J'avais d'ailleurs annoncé au gouvernement que le temps de la science et le temps du politique n'est pas le même. Le temps des médias, c'est 1 heure. Le temps des politiques, c'est quelques jours. Et le temps de la science, c'est plusieurs mois. Donc le temps de la science, il y a du doute dans la science. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc je savais que, sauf coup de chance, hein, qui n'a pas eu lieu, il nous faudrait des mois et des mois pour arriver à ce que l'innovation se mette en place. Et on n'y est pas encore. Vous voyez, on y sera plutôt dans le premier trimestre 2021. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait tous, hein, qu'on a essayé de faire, c'est de la santé publique. Et là, on s'aperçoit qu'on a un trou complet sur l'organisation de la santé publique en France. Et que ça est à reconstruire. Alors, moi, on l'a beaucoup signalé. Vous savez qu'il y a un Grenelle, entre guillemets, de la santé publique ou un Ségur, oui, un Ségur de la santé publique qui est dans les tuyaux. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que la santé publique ne relève pas que de la santé. Très clairement, dans les modèles anglo-saxons, il existe des facultés de santé publique. Et le modèle est très différent du modèle français, où la santé publique passe par une formation pour les études de médecine. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour faire de la santé publique. Je dirais même qu'on peut en faire très bien et mieux peut-être en n'étant pas médecin. Donc il y a une réorganisation complète, un fondement même de l'organisation et de la considérer comme priorité. Donc dans les recommandations, j'aurais envie de rajouter que si on veut faire bouger les lignes, et on peut faire bien sûr le Ségur, je pensais qu'il fallait aller plus loin et qu'on constitue un secrétariat d'État à la santé publique distinct et pas sous l'égide du ministre de la Santé, mais sous l'égide directement de Matignon. Hein, pour être très dans les aspects de recommandation, pour à la fois reconstruire sur les enjeux, sur l'organisation, sur la formation, et que ça imbibe et imprègne progressivement l'ensemble des structures qui existent déjà et qui ne sont pas dans une vision de santé publique. Alors, sur quelques points, sur l'organisation des soins, un des points qui est frappant, c'est, que vous avez déjà signalé, c'est central vis-à-vis des territoires. Alors la crise l'a montré aussi. Mais je trouve que finalement, après on est un État qui est très centralisateur. La décision de confinement était forcément une décision nationale hein, à ce niveau-là. J'entends parfois que pourquoi est-ce que certaines régions qui étaient peu touchées ont été confinées. On a évidemment tout l'ensemble des données montrant comment le modèle, si on ne confinait pas telle ou telle région, elles auraient été dans la même position avec un décalage de 3 semaines que la région Île-de-France ou que la région du Grand Est. Donc là, c'est vraiment des décisions nationales. Mais ensuite, sur l'organisation de la réponse,
l'enjeu des territoires est un enjeu essentiel. Moi, j'ai un pied à Paris, mais j'ai un pied dans le Massif central, et je me rendais bien compte des différences qu'il peut y avoir entre une prise de position à Paris et ce qui se passe sur le terrain. Alors là, moi, je pense qu'on a avancé. Et on est en train d'avancer. La position de Jean Castex, vous le savez, c'est un des points qu'il souligne de façon très forte. Et il pousse. On voit bien que le type de réponse qui a été proposé, par exemple, là, il y a quelques jours, à la fois à deux grandes métropoles, Marseille et Bordeaux, de construire et de faire une série de propositions en jugeant localement quels étaient leurs positionnements, je trouve est un assez bon exemple de ce qui peut être monté. Alors après, au niveau des territoires, reste quand même un certain nombre de questionnements sur, et vous l'avez évoqué, sur la position à ce niveau-là entre un préfet, un directeur d'ARS, le politique, et en particulier sur Covid, c'est évidemment les 20 grandes métropoles qui vont être en jeu, ce n'est pas les territoires. Hein. Quand on dit l'Aquitaine, laissons les gens du Périgord et de la Haute-Vienne vivre tranquillement. Par contre, on s'intéresse à ce qui se passe dans les grandes métropoles. C'est là où ça va rechauffer. Bon. Et où se place, je dirais, le positionnement des politiques et des décideurs des grandes métropoles, et puis la position du citoyen. Un des échecs majeurs que nous avons eus, c'est de ne pas avoir réussi à faire comprendre à ce gouvernement que dans l'aspect du triangle de démocratie sanitaire, la voix des citoyens, et en particulier pas au moment du confinement immédiat, tout le monde était avec un choc terrible, mais dans le déconfinement, et même maintenant, on le voit bien, où on pourra revenir sur les enjeux là, que nous avons dans les semaines qui viennent, écouter les citoyens sur un certain nombre de sujets, et dans la construction, peut-être pas le faire au niveau national, mais en tout cas le faire au niveau des territoires et des grandes métropoles, est un élément totalement essentiel. Et là, il y a quelque chose à finir de construire, me semble-t-il, dans l'organisation des soins, qui est tout à fait essentiel. Le deuxième point, moi, sur le ministère de la Santé, je partage complètement votre analyse. C'est-à-dire qu'on a un ministère de la Santé où les ministres passent. On a plutôt eu de la chance au cours des 8 dernières années avec des ministres assez stables et qui se sont totalement impliqués, mais un manque de vision stratégique. Pas de vision stratégique. De la vision à court terme. Pas de structure qui s'engage dans la prévision, ça vous l'avez très bien dit. Et moi, je rajouterais autre chose, aucune culture en France de l'évaluation des politiques publiques. Aucune culture. Cette évaluation des politiques publiques, on prend une décision, c'est une décision politique en s'appuyant sur de l'expertise, et ensuite on l'évalue. C'est le modèle anglo-saxon, c'est le modèle dans un certain nombre de pays européens du Nord, et on l'évalue. On l'évalue soit en interne, soit on fait appel à des cabinets ou à des structures extérieures, ou on fait appel aux universitaires, qui sont aussi là pour avoir cette vision-là. Donc, à mes yeux, au niveau du ministère de la Santé, 2 points. Une vision stratégique. Alors, bien sûr, c'est le ministre, mais c'est des visions de court terme, souvent, pour les ministres. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une structure qui puisse avoir une vision et qui soit indépendante et autonome. Et puis, mettre en place l'évaluation des politiques publiques. Alors, juste pour terminer, pour redire à mes yeux que l'enjeu principal, qu'a révélé Covid, c'est finalement la réorganisation de la santé publique. Alors, ce n'était pas totalement votre sujet, j'en ai bien conscience, mais c'est ce qu'on a sur la table, et avec, en plus, une communauté de santé publique en France qui est issue d'un modèle à la française, c'est-à-dire qui est issue d'un modèle de formation par les facultés de médecine, ou qui est dominé par les médecins. Et je ne suis pas sûr que ça soit là l'enjeu. L'enjeu, il y a quelques formations à Sciences Po, il y a maintenant une formation à l'ESSEC, mais on n'a pas de
je dirais, de grande vision et faculté de santé publique à l'anglo-saxonne, et ça nous manque grandement. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer, et terminer pour, voilà, sur la situation actuelle, peut-être un tout petit mot, parce que finalement les organisations de soins sont importantes. Eh bien, on se rend bien compte, hein, et c'est pour ça que tous ces mots qu'on a pu dire et que vous avez pu dire se retrouvent. On est dans un enjeu où finalement Covid, dans 92% des cas, ça se passe très bien. Hein, bon. Et où la jeunesse a compris qu'elle ne risquait rien. Elle a trouvé son propre mode de fonctionnement en prenant pas beaucoup de précautions et en se faisant tester beaucoup, quand elle va ensuite revoir les plus anciens. Les plus anciens ont compris que là, il y avait du risque. Hein. Après, il m'avait dit que je voulais les ostraciser. Je ne voulais pas les ostraciser puisque je fais partie des plus anciens. Bon. Et vous êtes ici, vous sortez de chez vous. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, ils ont compris. Et donc, on est dans cet enjeu. Est-ce qu'on... Et on est tous persuadés, et le conseil scientifique, on est évidemment persuadé qu'on ne peut pas reconfiner et qu'il y a un équilibre très difficile à trouver entre apprendre à vivre avec ce virus, où on sait maintenant que ça va être de la longue durée, en tout cas pour plusieurs mois, hein. Et donc apprendre à vivre avec ce virus, accepter une stratégie de politique de risque, il y aura des infections dans les écoles, on les dépistera, etc. Et il faut vivre avec. Et inversement, pas de l'autre côté, ne pas laisser trop partir non plus, je dirais, l'infection chez les jeunes, qui, somme toute, n'a pas de retentissement majeur chez eux, mais où la séparation entre jeune génération et génération des anciens n'est pas du tout hermétique, et on le sait bien, hein. Et où donc il y aura forcément du retentissement. Donc c'est dans ce schéma difficile, et quand j'ai dit des décisions difficiles, c'était pas parce qu'elles allaient être terribles, non, difficiles à prendre, difficiles à prendre. Hein, c'est quoi cette décision difficile? Parce que ça fait beaucoup parler. Oui, bah non, j'ai voulu indiquer. Oui, on m'a reproché d'ostraciser ou de. Un peu sur le politique, même. Non, pas du tout. C'est pas l'enjeu. Mais difficile à prendre parce que c'est dans cet équilibre entre laisser une France et le reste des pays européens d'ailleurs vivre avec le virus, et de l'autre côté ne pas laisser s'emballer l'infection chez les plus jeunes, car forcément il y a du retentissement après. Et c'est comment on trouve des formes de réponse à cet équilibre. C'était des décisions difficiles à prendre, mais pas des décisions difficiles exactement, dans leur contenu. Exactement. Donc il y a un contresens. Et bien sûr. Mais vous devez partir dans quelques minutes, oui, parce que vous êtes auditionné au Sénat, qui font beaucoup de débats passionnants. Mais tout ça repose aussi, la santé publique, tout ce que vous avez dit, sur le débat public. Oui. Quel est votre regard aujourd'hui sur le débat public? On a l'impression que c'est une grande confusion. Alors, on ne sait plus où on en est quand même. Non, mais moi, je vous écoute, alors je sais, mais ceux qui vous écoutent non, c'est très difficile. On a eu, et c'est bien, vous avez tous été confinés, vous avez regardé vos écrans de télé pendant les 10 premiers jours. Hein, c'était logique, et l'information était absolument nécessaire. Et puis après, à partir de mi-avril, on est tombé, moi, dans ce que j'appelle le barnum médiatique, hein, où vous avez en effet, je comprends pour le citoyen, où c'est difficile, où de très nombreux médecins à des degrés divers, j'en connais beaucoup, voilà, et d'autres sont apparus, donnent des informations et passent sur les chaînes en particulier de télé continue et donnent des avis éventuellement contradictoires. Donc le citoyen par rapport à ça, il est perdu, hein. Et très clairement, on l'avait d'ailleurs constaté quand on avait organisé les états généraux de la bioéthique, hein. Vous citiez l'exemple d'Alain Fischer comme démarche autour des vaccins sur cet enjeu démocratique. Il y a un deuxième exemple, c'est les états généraux de la bioéthique qu'on avait organisés. Sur le citoyen est perdu, et on a une perte là, une des conséquences de Covid. Le politique, comme souvent en France, alors qu'il a fait, moi je trouve, le job,
il est déconsidéré, pas écouté, etc. sur ces sujets complexes. Et là maintenant, c'est les scientifiques et les médecins, où il y a un doute dans la population qui s'est installé, c'est clair, et il va nous falloir beaucoup de temps pour remonter la pente. Mais qu'est-ce que vous pensez de vos confrères quand même? Je pense rien, j'ai pas de, non, j'ai pas de, j'ai pas de, non, je pense alors, rien. Comment sortir de cet état? Parce que je constate, et puis vous savez, c'est difficile, hein, comment finalement dans un modèle où dès que moi j'ai demandé, par exemple, j'en suis à ma 5e audition devant les instances différentes, variées. On est vraiment dans un pays démocratique où je vais justifier, entre guillemets, ce que je trouve plutôt bien. Enfin bon, ça prend quand même un peu de temps, ça se prépare, etc. Moi, j'ai demandé aussi à nos députés ou à nos sénateurs qu'ils écoutent les patrons des chaînes, qui avaient aussi une responsabilité sociétale, entre guillemets, sur l'information ou en tout cas le type d'information qui avait pu être donnée. Et dès qu'on parle de ça, on touche, mais vous voulez toucher à la liberté de la presse, etc. Donc c'est des sujets très sensibles, très sensibles. Mais est-ce qu'il peut y avoir une autre autorité qui donne un peu le là? Parce que vous, c'est un peu votre mission. Et on a encore 1 minute. On a dit que vous partiez à 9h20. Est-ce qu'il y a une autorité? Non, les professeurs de médecine, quand même. Mais bien sûr, mais il y a aussi des professeurs de médecine qui racontent des bêtises. On est dans... Enfin, ce que ça a montré sur ce sujet-là, qui est un peu différent de ce que vous m'aviez demandé d'évoquer, on est dans un problème d'absence de régulation sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur ce sujet-là, ça a révélé ça en termes d'absence de régulation. Mais merci beaucoup, je crois qu'on peut vous applaudir de ces propos intéressants, passionnants.